Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au sujet du covoiturage, donc avec vraiment en tête comment le covoiturage peut venir aider à l'entrée dans l'emploi ou à l'entrée en stage ou en formation professionnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais pouvoir vous dire quelques mots sur le cycle dans lequel s'inscrit le webinaire du jour. Donc, depuis un peu plus de 2 ans, on a lancé un groupe de travail avec donc moi-même qui représente le CREM, Centre Ressources sur l'écomobilité, qui est animé par les associations Droit au vélo et En Savoir Plus dans les Hauts-de-France, avec le C2RP, avec le réseau Alliance via le dispositif Déclic Mobilité et avec le Conseil régional des Hauts-de-France. Donc ce groupe de travail a mis en place ce cycle de webinaires avec plusieurs objectifs que vous voyez à l'écran. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins que peuvent avoir l'ensemble des habitants de la région pour aller soit en formation, soit pour se rendre à leur emploi et pour l'ensemble de leur mobilité quotidienne d'ailleurs, avec le souci que derrière, on soit au maximum sur des modes de déplacement qui soient décarbonés. Et l'idée, c'est également, au travers de ce cycle, de pouvoir mettre en valeur des initiatives, des alternatives qu'on a pu repérer et qu'on souhaite partager. Donc, des alternatives à la voiture individuelle thermique. Parce qu'on est sur tout type de trajet, tout type de territoire où il faudra parfois plusieurs modes de déplacement, ou parfois il sera compliqué de se passer de la voiture quand on est sur des trajets longs et en milieu rural. Mais l'idée, c'est de voir pourquoi pas partager cette voiture quand la voiture reste le dernier recours. Donc c'est sur ce sujet qu'on va s'arrêter aujourd'hui, donc celui du covoiturage. Et donc, les intervenants qu'on a ce matin sont donc Delia Coppel, qui est responsable du développement régional chez ECOV, donc sur la région Hauts-de-France, qui sera donc sur une partie plus introductive pour situer le sujet du covoiturage et les enjeux que ça recouvre dans la région. Et ensuite, on aura une table ronde qui regroupera les 3 intervenants suivants que vous voyez affichés à l'écran. Donc, Lise Fichten pour le syndicat mixte des mobilités Hauts-de-France, David Descamps qui est porteur de projet Bus Citoyen, et Jules de Regnecourt, coordinateur du projet Solibob. Juste avant de rentrer dans la partie introductive du webinaire, on a un petit sondage à vous proposer. En fait, l'idée, c'est d'avoir un petit peu un regard sur est-ce que vous avez déjà vous-même pratiqué le covoiturage à titre professionnel ou personnel. Voilà, l'idée étant de voir un petit peu le niveau de pratique de chacun. Pour l'instant, on a une quasi-unanimité de participants qui ont déjà pratiqué le covoiturage. Sur les 16 votes qu'on a pour l'instant, on est à près de 95% de personnes qui ont déjà pratiqué le covoiturage. Donc, c'est bien. Le fait de l'avoir déjà pratiqué, ça va déjà aider à voir comment on peut valoriser ça à la fois au sein des entreprises, sur les territoires et au sein des organismes de formation. Pour la partie introductive de ce webinaire, je vais passer la parole à Delia Coppel d'ECOV afin de mieux comprendre ce qu'on entend par covoiturage, mieux voir les différents types de services, parce qu'il y a différentes réalités derrière le covoiturage, et notamment dans la région, voir quels sont les bénéfices à la fois côté usager, côté employeur, et puis on pourra aussi évoquer les différents dispositifs d'incitation, je pense notamment aux incitations financières qui peuvent encourager la pratique du covoiturage auprès du plus grand nombre. Delia, je vous laisse la parole, si vous le voulez bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'introduire ce webinaire
Donc effectivement, ce que je vous propose, c'est pour démarrer de repositionner le covoiturage du quotidien. Rappelez ce que c'est. Alors, il s'agit du partage d'un trajet qui va être réalisé par un conducteur non professionnel avec un ou plusieurs occupants dans sa voiture, dans une logique de partage des frais de déplacement sur tout ou partie d'un trajet de moins de 80 km. Donc aujourd'hui, les trajets du quotidien sont effectués pour 80% d'entre eux avec la voiture individuelle, et sur l'heure de pointe, c'est 60 millions de sièges libres qui sont disponibles tous les jours. Et donc, l'enjeu du covoiturage est d'arriver à mieux mettre à disposition ces sièges libres. Et donc, pour ça, il existe différents types de formes d'organisation du covoiturage. Donc, il existe 2 catégories. La première, je pense que vous avez tous, d'après le sondage, pratiqué le covoiturage. Le plus commun, c'est celui qui va faire l'objet d'un trajet arrangé, organisé en amont. Le covoiturage informel qui consiste à covoiturer avec un ami, de la famille sur les trajets de tous les jours. On l'a tous pratiqué. C'est plus de 90% du covoiturage du quotidien en France. Et le covoiturage avec les plateformes est beaucoup plus aujourd'hui minoritaire, il est moins développé, mais il va apporter, grâce à l'apport de ces plateformes de mise en relation, la possibilité de rendre visibles ces sièges qui sont vacants et d'améliorer, d'apporter plus de flexibilité dans l'organisation, notamment pour aller au travail tous les jours. Donc, il existe différentes manière de mettre en relation un conducteur et un passager à travers des plateformes privées ou publiques qui vont donner accès à des centrales de réservation téléphoniques ou des sites internet ou des plateformes numériques. Donc, à côté, on a un autre dispositif qui est en train de se développer, qui est le covoiturage sans réservation, qui va lever la contrainte d'organisation et permettre de massifier la pratique sur des corridors. Donc, c'est un covoiturage additionnel qui va s'adresser à des autosolistes qui, en général, n'avaient pas basculé, ne pratiquaient pas le covoiturage à cause de la contrainte de réservation. Et donc, le temps réel va permettre d'ajouter, d'attirer davantage d'autosolistes sur les plateformes de covoiturage. Donc, rapidement, je vais vous présenter, faire un petit focus sur ce covoiturage au temps réel qui reste assez innovant et qui ne sera pas présenté par la suite par les différents intervenants de ce webinaire. Donc, il existe des lignes de covoiturage simplifiées, solidaires qu'on va voir sur les territoires plutôt ruraux qui vont fonctionner avec des appuis-boutons qui vont permettre d'indiquer la destination du passager qui va s'afficher sur un panneau dynamique. Donc, c'est une solution simple sans application. Et puis, on va avoir les lignes de covoiturage express qui, là, vont apporter une qualité de service, une performance de service équivalente à celle d'un bus et qui va permettre à un salarié de partir en moins de 10 minutes sur ses trajets du quotidien et généralement pour lequel on met en place ce qu'on appelle une garantie départ ou retour et qui va lui assurer de pouvoir arriver ou repartir de son travail. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo qui a été réalisée par Capita il y a quelques années, qui présente à la fois ce dispositif, mais aussi tous les bénéfices que peut apporter un service de covoiturage. Alors, super. Direction Lyon, pour découvrir un nouveau type de covoiturage qui cartonne. Ce vendredi après-midi, les véhicules se succèdent sur cette aire de covoiturage, embarquant non-stop des passagers. Ils voyagent gratuitement grâce à une nouvelle application. Son nom, Lane. Sa particularité, les covoitureurs circulent sur des lignes bien définies, comme des lignes de bus. Sauf que ce sont des voitures de particuliers qui font office de car.
Chaque passager indique l'arrêt auquel il veut descendre. Il s'affiche sur ce panneau lumineux et les automobilistes qui y vont s'arrêtent pour les prendre. Élodie, technicienne de laboratoire, utilise ce service chaque soir en sortant du travail. Je vais activer mon application Line pour demander un chauffeur. Et là, ça me dit que dans 1 minute, j'ai un chauffeur qui arrive. Je valide ma demande. Elle veut rentrer chez elle à Bourgoin-Jallieu, à 32 km de là. L'application la met en relation avec 2 automobilistes qui s'y rendent aussi. Aujourd'hui, ce sera Denis. Elle le connaît bien. Il voyage souvent aux mêmes horaires. Ce soir, il ramène 2 passagers. Ouais, mais il n'y avait pas la... Attends. Faut que tu achètes un monospace. Ouais, non, mais... Je te le dis tout de suite. Élodie fait du covoiturage depuis 1 an. Ça marche tellement bien On est parti. qu'elle a même revendu sa voiture. Ça me fait économiser 400 € par mois. Par mois. C'est ça, par mois. Quand on compte le péage, une centaine d'euros, à peu près 200 € de plein d'essence par mois. Et après, si vous rajoutez une cinquantaine d'euros de frais d'hiver et d'assurance à votre voiture. La jeune femme ne débourse rien pour le covoiturage. Pourtant, Denis, le chauffeur, est quand même payé 2 € par passager. Vous avez estimé à peu près vos gains sur un mois? Environ 150 € par mois. Avec la crise, ça fait un petit bonus. Encore mieux, Denis touche 1 € même s'il voyage à vide, rien qu'en mettant ses sièges à disposition sur l'application. Bon week-end. Salut Denis! Alors qui rémunère Denis? C'est à la mairie de Bourgoin-Jallieu que nous allons trouver la réponse. Vincent Schricki, le maire, est en charge des transports dans la communauté de communes. C'est cette collectivité qui finance les covoitureurs. Pour nous, c'est une charge de 100 000 €. C'est à la fois important, mais par ailleurs, si on compare ça à ce que ça coûterait d'avoir un bus qui circule toutes les 5 minutes, puisque c'est ça le niveau de service qu'on a, c'est un passage toutes les 5 minutes de quelqu'un qui peut vous emmener, en fait, ça coûterait beaucoup plus cher. Voilà, donc je trouvais que ce reportage était quand même assez explicite sur les nombreux avantages du covoiturage du quotidien, notamment sur le volet économique. Donc, on a pu voir que grâce aux frais de partage, le conducteur peut avoir une indemnité jusqu'à 150 € par mois. Et donc, avec la conjoncture actuelle, c'est quand même très intéressant de partager les frais de carburant sur les trajets du quotidien. Par ailleurs, l'employeur peut avoir mis en place le forfait mobilité durable, ce qui peut ajouter une indemnité jusqu'à 600 € par mois pour le passager et le conducteur s'il justifie de la pratique du covoiturage. Et puis, les autosolistes qui vont abandonner leur voiture sur tout leur trajet du quotidien peuvent, sur un trajet moyen de 20 à 30 km, économiser jusqu'à 2 000 € par an. Donc, les avantages, ils sont nombreux, les avantages financiers, mais on a aussi toute la convivialité aussi que va rencontrer un salarié plutôt que d'être tout seul dans les embouteillages. Donc, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant et qui permet aux salariés d'arriver plus détendus, moins stressés au travail. Donc, pour les employeurs, c'est aussi important comme mode de transport à valoriser auprès de ces salariés. Le covoiturage va améliorer l'accessibilité du site et va venir renforcer le système de transport en commun. Et puis aussi, c'est le fait de promouvoir le covoiturage, d'avoir moins de salariés qui vont venir en voiture. Ça va aussi permettre de réduire le foncier qui est mis à disposition des conducteurs. Donc, si j'avance, dans ce reportage, on a aussi vu l'importance de l'autorité organisatrice de mobilité. Elle a vraiment un rôle clé à jouer dans l'organisation d'un service de mobilité à l'échelle d'un bassin de déplacement. C'est elle qui va pouvoir coordonner tous les acteurs compétents
dans le succès d'un service de covoiturage qui repose sur plusieurs piliers. On a tout d'abord les infrastructures de covoiturage. Elles sont clés. On va pouvoir comme ça aménager la pratique avec l'instauration d'aires de covoiturage à proximité des autoroutes, la mise en place d'arrêts de prise en charge et de dépose des conducteurs. Donc, tout ce qui va visibiliser la pratique et faciliter, sécuriser sont structurants dans le cadre d'une politique qui va s'inscrire dans la durée sur les territoires. Le deuxième pilier, ça va être la plateforme, la manière dont les offres de covoiturage vont être proposées donc à ces automobilistes. Donc, la plupart du temps, ça passe par une plateforme qui va regrouper le ou les services de covoiturage et le cas échéant, lorsque l'autorité organisatrice de mobilité n'en a pas mis en place, on voit que les plans de mobilité inter-entreprises, ils s'organisent aussi pour avoir leur propre plateforme de mobilité et proposer une solution efficace avec une mise en visibilité des offres de covoiturage sur des plateformes. Enfin, le dernier pilier, ça va être la manière de faire connaître ce dispositif qui va porter davantage sur les employeurs et les collectivités locales à travers des actions d'animation, des défis qui sont organisés pour que la pratique puisse s'ancrer dans les territoires et surtout accompagner le changement de comportement. Donc, une plateforme toute seule ne va pas permettre à un service de covoiturage de décoller. Il faut vraiment arriver à créer ce cadre de gouvernance avec l'ensemble des parties prenantes pour que le service puisse fonctionner. Ensuite, la loi LOM, c'est la loi d'orientation sur les mobilités, a mis en place un cadre législatif et financier qui va permettre de donner aux employeurs et aux collectivités locales différents leviers d'action pour développer la pratique. Alors, pour les employeurs, vous connaissez très certainement le forfait mobilité durable, qui est une indemnité forfaitaire exonérée d'impôts qui va être versée aux salariés qui vont pouvoir justifier de la pratique du covoiturage sur leur trajet du quotidien, avec un montant de 600 € maximum par mois. Et donc, c'est facultatif. Par contre, ce dispositif est obligatoire pour les établissements publics. Les collectivités, elles vont aussi pouvoir bénéficier de dispositifs financiers de l'État comme le Fonds vert qui a été renouvelé en 2026 pour aménager des infrastructures de covoiturage ou mettre en place des plateformes. Également, les collectivités vont pouvoir financer des dispositifs d'incitation à travers ces plateformes de covoiturage. Et puis, on peut citer deux outils qui sont clés aussi dans le développement de la pratique du covoiturage en France. C'est le registre d'épreuves de covoiturage qui va permettre d'attester la véracité des trajets qui sont faits à travers ces plateformes et derrière, donc, de sécuriser le versement des indemnités publiques qui sont versées aux conducteurs et puis de délivrer des attestations de covoiturage qui permettront à ces salariés de bénéficier du forfait mobilité durable. Et puis, vous connaissez peut-être aussi l'Observatoire du covoiturage qui permet de suivre l'évolution de la pratique en France sur chacun des territoires. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces données que je vais pouvoir vous présenter l'état aujourd'hui de la pratique dans les Hauts-de-France à partir de ces plateformes de covoiturage. Donc aujourd'hui, la voiture pour aller au travail dans les Hauts-de-France, c'est 88% des trajets. Sur ces cartes, vous pouvez voir les liaisons, les trajets qui sont effectués en voiture sur les trajets du quotidien pour rejoindre les zones d'emploi. Et en orange apparaît la part modale de la voiture qui va être supérieure à 90% sur la plupart de ces trajets. Donc, on voit bien qu'il y a un potentiel de sièges libres à capter très important dans les Hauts-de-France, mais comme sur la plupart des territoires français.
Aujourd'hui, la pratique à travers le registre d'épreuves de covoiturage, elle est de plus d'1 million de trajets covoiturés par an dans les Hauts-de-France. En 2025, on a eu plus 18 000 trajets, enfin nouveaux passagers inscrits sur ces plateformes, 11 000 primo-conducteurs également. Et on voit que le trajet moyen covoituré pour se rendre au travail est d'environ 20 km. Vous avez également le top 10 des territoires les plus covoiturés à travers ces plateformes qui sont représentés. Et ces territoires, pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà, soit ils ont des dispositifs d'incitation pour encourager la pratique du covoiturage, soit ils ont mis en place, notamment à travers les zones d'emploi, des dispositifs d'animation pour accompagner le changement de comportement. Je vous ai mis là, dans cette dernière slide, les plateformes aujourd'hui qui remontent les trajets covoiturés dans les Hauts-de-France, dans le registre d'épreuves de covoiturage. Donc, vous avez le syndicat mixte des mobilités des Hauts-de-France qui pilote la plateforme Passe-Passe Covoiturage, qui permet donc de prendre des rendez-vous pour covoiturer sur les trajets du quotidien, et qui a mis en place tout un dispositif de défis de mobilité pour accompagner le changement de comportement et faire connaître ce service qui vous sera présenté tout à l'heure par Lise. Et vous avez aussi, alors j'ai un petit souci là sur sur mon écran, bon, c'est pas grave. 2 agglomérations qui ont mis en place également des dispositifs d'incitation à la pratique du covoiturage à travers la plateforme Blablacar Daily. Et prochainement, on aura aussi la première ligne de covoiturage qui va ouvrir entre Maubeuge et Coussoir, et dont les données remonteront également dans la plateforme de covoiturage. Donc voilà, ce sont les 3 plateformes aujourd'hui qui permettent d'assurer un suivi des usages du quotidien du covoiturage. Voilà ce que je voulais vous partager. Et juste peut-être pour terminer concernant les incitatifs, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que depuis fin 2024, la prime C2E qui encourageait les autosolistes à s'inscrire sur des plateformes de covoiturage a été supprimée par l'État. Et donc aujourd'hui, tous les dispositifs d'incitation à la pratique vont donc être portés directement par les autorités organisatrices de mobilité. Et ces plateformes donc sont identifiées et remontent dans le RPC. Du coup, moi, je travaille pour le syndicat mixte de mobilité des Hauts-de-France, dont dépend la plateforme Passe-Passe Covoiturage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Passe-Passe Covoiturage? Donc nous, on a 2 fonctionnalités, on va dire. On a la partie événement et la partie communauté. Et le but dans les 2 cas, c'est de mettre en relation des conducteurs et des passagers de manière autonome sur leur trajet. Donc la majorité, c'est des trajets domicile-travail, mais on ne limite pas l'usage. Donc c'est-à-dire que les personnes peuvent très bien faire une recherche qui est hors de leur périmètre domicile-travail. C'est juste que la majorité des personnes, c'est pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc la majorité des trajets sont sur des horaires, on va dire, de travail et des jours de semaine pour la plupart. Et on fonctionne avec la création de communautés. Donc ça peut être des communautés de territoire ou des communautés d'entreprises. Le but, c'est que par exemple une entreprise ou un territoire ait sa propre communauté, pouvoir communiquer avec leurs inscrits, pouvoir aussi avoir des chiffres d'usage, mais surtout pour permettre aux personnes d'une même communauté de se retrouver et de covoiturer par exemple qu'avec leurs collègues s'ils le souhaitent, ou d'échanger et de voir les tracés qui seront disponibles sur leur communauté entre collègues. Bien évidemment, on ne limite pas, c'est-à-dire qu'on a un moteur de recherche général si les personnes n'ont pas de
d'envie particulière de covoiturer qu'avec des collègues, ils ont cette possibilité. C'est juste qu'on sait qu'aujourd'hui, les personnes préfèrent souvent essayer en premier lieu de covoiturer avec des collègues ou des personnes de leur territoire, donc des voisins ou des camarades de classe dans le cadre de nos communautés étudiantes. Et à côté de ça, on a une partie événements qui permet de se déplacer en covoiturage pour des festivals, pour des événements type théâtre, mais aussi pour des événements d'entreprise, dans le cadre où c'est des entreprises, par exemple, qui organisent un événement. Je dis au hasard, par exemple, une journée, un speed job, par exemple, pour rencontrer des personnes qui cherchent un emploi, etc. Ils peuvent le mettre sur la plateforme pour permettre aux personnes de se rendre à leur événement en covoiturage via Passe-Passe Covoiturage. Et à côté de ça, on a aussi tout un fichier avec les aires de covoiturage qui permet aux personnes qui souhaitent trouver un point de ralliement, on va dire, sans transmettre leur adresse, d'avoir les aires de covoiturage. Là, elles sont affichées comme ça, mais dans le moteur de recherche, les aires de covoiturage sont aussi affichées en tant que point d'intérêt et les personnes peuvent le sélectionner en tant que soit point de départ, soit point d'arrivée, s'ils n'ont pas forcément envie de donner leurs coordonnées de domicile, par exemple. Donc, nous, on est sur application mobile, donc iOS, Android, et sur ordinateur classique pour permettre au maximum de personnes, y compris des personnes pas forcément à l'aise avec le digital, de pouvoir utiliser le site juste sur ordinateur sans avoir besoin de télécharger l'application sur leur téléphone. Et aujourd'hui, Passe-Passe Covoiturage, c'est gratuit pour l'utilisateur dans le sens où on ne prend pas de commission. Donc, le seul échange d'argent, c'est entre le conducteur et le passager en fonction de combien le conducteur a mis, sachant que nous, sur la plateforme, on met un prix qui est vraiment un partage de frais. Donc, c'est un prix qui permet aux passagers de participer aux frais du conducteur, mais le but, c'est que ça reste accessible à tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une majorité de nos conducteurs le mettent à 0, puisque la plateforme permet de mettre à 0 € s'ils le souhaitent, et juste de faire profiter de leur siège libre un passager. Et c'est ce que la majorité des personnes, en réalité, font sur la plateforme. Bien évidemment, les données sont protégées, on respecte le RGPD. Et pour les entreprises, on met à disposition des preuves de covoiturage sur chaque compte personnel des personnes. Et pour les entreprises, par exemple, qui mettent en place le FMD, ils ont la possibilité ainsi de demander à leurs salariés de leur fournir les preuves de covoiturage pour pouvoir bénéficier du FMD. Alors, on sait qu'un certain nombre d'entreprises fonctionnent avec une attestation sur l'honneur, mais d'autres entreprises souhaitent avoir des preuves concrètes que la personne a bien covoituré. Donc, ça, c'est disponible sur la plateforme. Et comme je disais, on a des communautés. Donc, aujourd'hui, comment fonctionne une communauté ? Donc, une communauté, aujourd'hui, c'est un regroupement d'inscrits ayant un intérêt commun. On a essentiellement des entreprises, des universités. On a beaucoup de centres hospitaliers, notamment. Et on a aussi certains territoires qui ont fait le choix de vouloir développer le covoiturage à l'échelle de leur territoire. Et donc, du coup, ils ont leur propre communauté qui est ouverte aux personnes ayant besoin de covoiturer sur leur territoire. Aujourd'hui, tout employeur, AOM ou association peut créer une communauté. Mais bien évidemment, une communauté, ça implique un engagement. Donc, c'est pour ça que notamment, on a des référents par communauté, les RH ou la com, etc. Puisque on sait très bien que changer les habitudes de voyage, de déplacement, etc., c'est pas simple. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une démarche au sein du territoire ou au sein de l'entreprise assez motivée pour encourager les personnes à changer d'habitude et à communiquer aussi sur la plateforme, sur le dispositif, puisqu'on découvre que beaucoup de personnes parfois ne connaissent même pas le dispositif mis en place dans leur structure. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des référents, d'avoir du dynamisme sur ce sujet. Et c'est pour ça que nous, on accompagne nos référents sur le sujet. Et donc, du coup, une communauté, comment ça marche ? Comme je dis, on a un ou plusieurs référents et les membres ont la possibilité de trouver leurs référents dans membres de la communauté, notamment pour échanger, poser leurs questions, etc. Et chaque communauté a sa carte, que vous voyez là sur la présentation.
Et les traits qui s'affichent, c'est les traits des trajets qui sont en cours, qui sont proposés actuellement et où il reste des disponibilités. Et les personnes ont la possibilité de cliquer sur la carte et d'accéder directement à la demande correspondante, si par exemple c'est plus simple pour eux de faire en fonction d'une carte, de où est-ce qu'ils habitent. Bien évidemment, il reste le moteur de recherche s'ils le souhaitent pour taper leur adresse exacte si besoin. Et on met à disposition des référents un widget personnalisé pour qu'ils le mettent sur leur site, sur le site de la ville par exemple, qui envoie directement à la communauté concernée pour faciliter encore une fois l'accès, notamment aux personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le digital. Comme ça, ils arrivent directement sur la communauté qu'ils recherchent et ils n'ont pas besoin de faire tout un parcours sur le site pour trouver la communauté souhaitée. David Descamps, donc président de l'association En Savoir Plus sur Amiens, une association dans l'éducation à l'environnement sur les déchets, la biodiversité et les mobilités. On intervient dans tous les Hauts-de-France et là on a lancé un nouveau projet donc, de covoiturage sur le département de la Somme où on développe, on accompagne sur le terrain village par village et zone d'entreprise par zone d'entreprise à développer le covoiturage sur le terrain. Donc en fait, c'est une solution, on va dire, tout en un, où on fait l'animation sur le terrain. On a aussi une plateforme de covoiturage, mais aussi une ligne téléphonique pour pouvoir répondre aux besoins et un accompagnement humain sur le terrain avec des référents qu'on vient former village par village et zone d'entreprise par zone d'entreprise. Donc on établit tous les éléments de communication. On donne l'ensemble de ces éléments aux acteurs donc, de la commune, la mairie, les commerçants, ou après zone d'entreprise, donc toutes les entreprises, pour qu'ils communiquent auprès de leurs habitants ou de leurs salariés. Et après, on intervient en faisant des opérations de porte à porte pour aller récupérer les trajets réguliers que les gens font. Donc c'est tout type de covoiturage, hein, c'est principalement domicile-travail, mais ça peut être aussi pour aller en course, pour aller à des activités sportives, culturelles, qu'on fait toutes les semaines régulièrement. Et donc, après, nous, on récupère l'ensemble de ces annonces via un formulaire, un petit formulaire papier, et qu'on fait signer de telle sorte à ce que c'est de cette façon-là qu'on arrive à massifier le nombre d'annonces et d'avoir un service performant dans son village ou sa zone d'activité. Nous, les annonces sont anonymes. Derrière, on demande à la personne son mail et son numéro de téléphone, comment il voudra être joint le jour où quelqu'un est intéressé par son trajet. Et donc, ça passe par nous pour être mis après en relation avec la personne qui a besoin, avec la personne qui propose. Quand je dis nous, donc c'est les référents dans chaque village ou le bus citoyen et la ligne téléphonique. Donc, nous, on n'a pas non plus de commission prise sur les trajets. On rappelle aux conducteurs et aux passagers que c'est un partage de frais du véhicule à 10 centimes du kilomètre. Il n'y a aucune incitation financière. Les gens qui proposent, souvent proposent même gratuitement leur trajet ou viennent indiquer un prix. Et les gens qui ont besoin, souvent donnent la pièce directement à la personne. On n'a aucun moyen de paiement sur notre plateforme de covoiturage, vu qu'on ne prend pas de commission. Nous, on est là vraiment pour que les gens se rencontrent. On les accompagne jusqu'à la rencontre, idéalement dans le lieu qu'on a déterminé dans le village. Donc, on forme un référent dans chaque village. Ça peut être le café du village ou l'agence postale communale ou la mairie. Et donc, ça sera le gérant du café ou la secrétaire de mairie qui pourra aider à mettre en relation les personnes avec un listing de tous les trajets qu'on a été récupérés dans le village. Donc, quand on va sur le site, après, le site, ça nous sert vraiment de concentrer toutes les annonces, de recenser en fait toutes les annonces de son village ou de sa zone d'activité. Donc là, par exemple, on l'a mis en place pour toutes les entreprises de Roy, avec la com des coms du Grand Roy. On a pu aller à la rencontre en fait, de toutes les entreprises et massifier le nombre d'annonces. Et après, les annonces sont classées par ordre alphabétique des destinations pour se rendre sur Roy. On a tous les horaires et les pseudos
et un peu aussi la case commentaire qui permet de mettre un peu toutes ces contraintes que les personnes peuvent avoir. Ils peuvent indiquer le prix, mais aussi si jamais ils ont des horaires variables le soir ou s'il faut être à l'heure, ou ils viennent vraiment indiquer tout ça. Nous, cette base nous permet que lorsqu'on a une demande, on prend le besoin, l'aller, le retour, et on va chercher dans cette base pour aller demander à la personne et les mettre en relation. Ils peuvent naturellement passer directement par le site internet buscitoyen.fr, mettre leurs annonces et contacter après les personnes qui ont besoin, comme n'importe quelle plateforme de covoiturage. Mais ce qu'on se rend compte, il n'y a que 10% des personnes qui passent par par le site internet, 20% par les référents dans chaque village et 70% par la ligne téléphonique. C'est vraiment le téléphone qui permet de toucher les personnes qui ne sont pas connectées. Voilà. Donc ainsi, on le met en place en 3 mois. Donc il y a un mois de préparation pour déterminer le lieu, le référent du village. On prépare les éléments de communication. Le 2e mois, on communique. Le 3e mois, on intervient sur le terrain. Donc voilà, on a quelques exemples de covoiturage, aussi bien des jeunes pour aller à des stages ou au travail, qui sont passés soit par les référents ou par la ligne téléphonique. Et ce qu'on se rend compte aussi quand on fait le tour du village, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément des trajets réguliers, mais qui sont prêts à aider des personnes de leur village. Et donc, on est en train même de développer un service de transport à la demande entre habitants pour vraiment s'entraider. Ici, on a le type de covoiturage. Maintenant, apparaîtra transport à la demande. Donc, on verra dans chaque village, on aura 2, 3, 10, selon la taille du village ou quoi, personnes qui sont prêtes à aider. Et on pourra les aider à se mettre en relation pour tout type de trajet, même pour un rendez-vous chez le dentiste en plein après-midi. Voilà. Donc moi, je viens vous présenter le projet Solimob qui est porté par l'association phare, qui est un collectif d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc vous le verrez dans notre action, on a une teinte très orientée insertion socio-professionnelle du fait de la gouvernance dans laquelle s'est construit le projet. Et donc, à l'intérieur de Solimob, en fait, l'idée, c'est de déployer sur le Hainaut-Cambrésis une mobilité durable et inclusive. Et donc, ça passe par le fait de déployer des plateformes physiques, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on trouve des vraies personnes, et avec un accueil physique et téléphonique en journée et en semaine, et de venir regrouper à l'intérieur de ces plateformes différents services qu'on verra juste après. Et aujourd'hui, on a 2 plateformes. On en a une qui est située sur le Valenciennois, donc à Anzin, et une plateforme qui est située à Cambrai, en face de la gare de Cambrai, à la Maison de la Mobilité. Voilà. Et donc, dans ces plateformes, on retrouve 3 grandes typologies de services que je vais vous montrer juste après. La première, c'est la partie conseil en mobilité inclusive. Donc là, on fait de l'accompagnement individuel personnalisé sur une durée de 6 mois pour des personnes qui sont en situation de précarité, de mobilité et que ça bloque dans leur parcours d'insertion, donc sur l'accès à l'emploi ou à la formation. Le conseil en mobilité, ça peut passer par le montage d'un dossier pour s'inscrire à une auto-école, ça peut passer par le fait de lever les freins psychologiques ou physiques à l'utilisation des transports en commun, ou ça peut passer par le fait de pouvoir trouver une solution de mobilité court terme pour la personne, notamment au travers d'un service de location solidaire de véhicules qu'on déploie sur le territoire. Au travers de ces accompagnements individuels et collectifs, on en profite pour faire de l'acculturation sur la partie covoiturage, puisque de ce fait-là, dès qu'on a une personne qui doit se rendre à un endroit parce qu'elle a trouvé un job et qu'elle ne peut pas s'y rendre parce qu'elle n'a pas de véhicule et que, bien évidemment, le travail se trouve sur une zone d'activité mal desservie en transport en commun et sans piste cyclable accessible, et bien dans ce cas-là, la première chose qu'on fait, c'est aussi vérifier est-ce qu'il n'y a pas sur des différentes plateformes de covoiturage un trajet qui permettrait à la personne de s'y rendre sans qu'on ait besoin de lui louer un véhicule individuel. Donc voilà, ça c'est le premier service. Le second service, c'est un service de location solidaire de véhicules. Donc on loue des voitures avec et sans permis électrique et des vélos à assistance électrique et des trottinettes à assistance électrique.
sur des durées moyennes qui varient entre 2 et 4 mois en fonction de la situation de la personne. L'idée, c'est que ce soit une solution temporaire qui permet de se remettre le pied à l'étrier et puis de travailler sur une solution pérenne avec la personne, sachant que l'une des conditions pour accéder à ce dispositif, c'est une promesse d'embauche, un contrat de travail ou un contrat de formation. Voilà, donc c'est un dispositif qui est sur prescription et qui est vraiment lié à la reprise d'une activité professionnelle. Et donc, effectivement, désolé, mais on participe à mettre des voitures sur la route, puisque parfois, on n'a pas le choix. Hein, quand il faut se rendre sur la zone d'activité de Yves-Vallée depuis Cambrai, alors c'est pas très très loin, mais il y a une départementale de la mort entre la ville et la zone d'activité. Et donc, mettre des gens sur des vélos pour y accéder, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà. Et le dernier service que nous déployons dans ces plateformes, eh bien, c'est le covoiturage, puisque depuis plus d'1 an maintenant, nous travaillons avec tous les employeurs locaux dans la mise en place du covoiturage au sein de leur structure, avec pour nous 2 volets complémentaires. Le premier, c'est de se dire on va être capable de décarboner des trajets existants, de transformer des personnes qui sont aujourd'hui autosolistes pour se rendre à l'emploi en covoitureur, et de faire apparaître ces trajets de covoiturage sur des plateformes sur lesquelles nous, on va pouvoir s'appuyer. Ça permettra de mettre des personnes qui sont aujourd'hui en situation de précarité de mobilité et qui ne peuvent pas se rendre sur ces zones d'emploi sur des trajets de covoiturage existants qu'on aura fait apparaître au travers du déploiement du covoiturage dans ces structures. Voilà, ça c'était la théorie de ce qu'on imaginait il y a 1 an. J'imagine qu'on va se laisser un petit peu de temps juste après pour parler dans la pratique de qu'est-ce que ça donne en vrai. Voilà, Et merci à tous les 3, parce que du coup, on a pu voir 3 types d'outils, enfin 3 approches différentes pour pouvoir emmener les gens vers le covoiturage, et y compris sans avoir recours à des outils numériques, hein, ce qui peut être parfois un frein aussi pour les covoitureurs potentiels. Alors, par rapport à vos dispositifs, j'ai une question pour nos intervenants. Est-ce que vous avez un retour, à la fois les éléments de bilan ou un retour d'expérience concret d'une insertion professionnelle qui a été facilitée par l'outil que vous avez mis en place? Alors, je peux passer la parole à David ou Jules, si l'un ou l'autre souhaite intervenir sur cette question. Moi, je peux vous donner un exemple, un des plus beaux exemples de mise en relation qui a été faite grâce à un référent à Bettencourt, un petit village de 700 habitants, où on a aussi développé le service sur 6 communes, on va dire, accolées, où c'est la directrice de la crèche qui est partie voir la gérante du café, hein, la référente covoiturage du village, et qui lui a dit que c'était pour son fils qui avait besoin pour aller travailler à la zone industrielle nord. Et ils l'ont renvoyé vers moi en m'appelant. Hein. Donc j'ai repris le besoin. Et après, j'ai pu contacter quelqu'un qui se rendait sur Amiens aux horaires qui correspondaient. Et je les ai invités à se rencontrer directement dans le Mobilieux, au café, pour qu'ils puissent, après, ils ont pris rendez-vous, échanger. Et puis, ils se sont mis d'accord sur 50 € par mois pour covoiturer. Donc voilà, sur ce territoire, on est une quinzaine de mises en relation pour en tout 8000 habitants sur les 6 communes. Mais c'est ce qui montre que c'est vraiment un projet de territoire où il faut faire un maillage sur le territoire. Et donc la dame qui est venue voir cette référente au café n'habitait même pas ce village-là, habitait le village voisin. Et c'est quelqu'un qui habite un village voisin qui passe prendre son fils pour aller sur Amiens. Voilà un peu le retour là qu'on a fait sur Nièvre et Somme. Et donc maintenant on est aussi sur Roye, où là on a massifié le nombre d'annonces avec les trajets de tous les salariés de l'ensemble des entreprises. Et après on fait une analyse de tous ceux qui font la même route. On les invite à se rencontrer aussi, on leur envoie un mail commun pour qu'ils puissent échanger. Et donc on a des couples là qui se sont formés, qui proposaient chacun leur trajet en tant que conducteur ou conductrice, et qui se sont après arrangés 1 semaine sur 2 pour carrément lâcher leur voiture et covoiturer et faire des économies. Donc voilà, on a différents cas quand c'est pour des villages ou pour des zones d'entreprise, d'exemple. Merci David, on est sur des retours très, très concrets du coup. Alors,
côté, vous avez le recul suffisant sur Solimob pour avoir aussi ce retour d'expérience de bénéficiaires? Alors oui, et nous, à chaque fois qu'on met quelqu'un tout seul dans une voiture pour se rendre à l'emploi, ça nous fait mal au cœur. Donc on essaie de faire en sorte de maximiser l'usage de nos voitures qui sont en location solidaire. Et on a des exemples typiques de personnes, et ça montre aussi la complémentarité entre les services. Une dame qui était rentrée sur la partie accompagnement individuel parce qu'elle devait se rendre à un centre de formation AFPI à Écodœuvre à 7 km de Cambrai et n'avait pas de moyen de locomotion pour s'y rendre. Donc, au travers de l'accompagnement individuel, on a déclenché une location solidaire de vélo, puisque à 7 km aller-retour tous les jours, ça nous semblait tout à fait possible pour cette personne. Et en fait, au sein de sa formation, elle a rencontré d'autres personnes qui se faisaient former et qui allaient aller en stage de professionnalisation derrière, et dont une personne qui avait le permis, mais qui n'avait pas de voiture. Et donc, là, on avait un petit groupe qui allait y avoir un problème pour pouvoir se rendre derrière à l'emploi suite à la formation. Et donc, le bouche à oreille a fait son effet et son camarade de promo est venu nous voir, a également été accompagné par nous et a loué une voiture avec permis pour pouvoir se rendre chez Stellantis à Ordin entre Cambrai et Valenciennes et pouvoir intégrer dans le véhicule de location 3 autres personnes de la même formation qui allaient tous rencontrer le même problème de mobilité pour pouvoir se rendre dans la formation. Voilà, nous, c'est des choses qu'on essaie de construire systématiquement, c'est-à-dire quand on loue une voiture de location, on encourage la personne à s'inscrire sur les différentes plateformes de covoiturage pour essayer de maximiser l'usage de nos voitures également quand elles sont louées. Et puis après, il y a tout le travail qu'on fait du côté des employeurs. C'est-à-dire que nous, on propose aux employeurs de les accompagner sur la mise en place de leur stratégie de covoiturage, sur l'animation au sein des entreprises pour celles qui auraient fait le choix d'une plateforme, typiquement PassePass ou du Blablacar Daily. Et donc, nous, on intervient auprès des salariés pour encourager l'usage. Parce que, comme on l'a dit précédemment, il ne suffit pas de mettre en place une plateforme technique. Derrière, s'il n'y a pas des gens qui vont à la machine à café parler avec les salariés, les convaincre, essayer de lever petit à petit les freins psychologiques, on voit que les chiffres ont du mal à décoller quand même, le covoiturage a du mal à se mettre en place. Et nous, le retour qu'on a sur cet aspect, on va dire, mobilisation des entreprises, c'est que force est de constater qu'aujourd'hui, notre taux de transformation entre les entreprises qu'on a approchées et des structures avec qui on a réussi à effectivement déployer des premières actions dans la structure, il est très très faible, de l'ordre de 5%. Et bizarrement, on se retrouve avec les mêmes structures que l'IS de PassePass Covoiturage, c'est-à-dire plutôt des structures parapubliques, type centre hospitalier, université, mais avec des entreprises plus classiques. On a beaucoup de mal à mettre un pied dans l'entreprise et puis à réussir à intervenir auprès des salariés. Je ne sais pas si vous avez les mêmes retours de vos côtés, et quelle stratégie vous mettez en place pour essayer de dépasser un petit peu ça, mais je serais preneur de votre regard. Oui, justement, en complément de votre réponse, je voulais repasser la parole à Lise pour savoir un peu quelles sont les animations que vous recommandez ou que vous mettez déjà en place, les conseils que vous apportez pour encourager le recours au covoiturage au niveau de PassePass. Alors, nous, au niveau de PassePass Covoiturage, normalement, j'ai des slides. Ça, je vais dessus. Hop là. Voilà. Normalement, nous, au niveau de PassePass Covoiturage, on fonctionne avec ce qu'on appelle des programmes qui sont définis en fonction des territoires, des cibles ou bien de moments de l'année. On a par exemple des programmes qui sont spécifiques aux zones d'activité. Puisqu'on sait que les zones d'activité, ils ont ce souci notamment, pour la plupart, d'être sur des horaires postés pour certains, d'être dans des zones pas forcément accessibles en transport en commun, etc. Donc, on a réparti par ce type de programme, on a un programme jeunesse qui est destiné à plusieurs universités dans la région. L'année dernière, on en a fait 9 de mémoire. Et on a des programmes par moment de l'année. Donc, bien évidemment, on est très présent au moment de la semaine de la mobilité, où là, on fait des animations qui sont plus grand public. Je pense par exemple au village de la mobilité à Amiens,
où là, c'est vraiment ouvert à tous, toutes les personnes qui passent, on répond à leurs questions. Et en fait, dans ces différents programmes, on adapte un peu nos animations en fonction des cibles qu'on rencontre et on va dire, du niveau de maturité en termes de covoiturage. Donc, ça peut être des animations, des stands qui sont faits au niveau des zones d'activité pour juste présenter Passe-Passe Covoiturage, ou bien pour aider à télécharger l'application ou regarder le site internet, aider à créer le compte, aider à poster son premier trajet potentiellement. Et dans des entreprises ou des zones d'activité ou même des universités un peu plus matures, on va dire, on fait aussi des sessions de ce nous, on appelle ça une cartographie participative, où les personnes vont mettre d'où ils viennent. Bah, forcément, on est sur leur lieu de travail, donc on sait où ils arrivent. Et le but, c'est de faire des matchs de covoiturage au sein de leur entreprise. Nous, on agit surtout à l'échelle de zones d'activité, puisqu'on sait que, par exemple, dans certaines zones d'activité, il y a des entreprises qui sont très petites, qui, à eux seuls, ne peuvent pas être suffisants en termes de potentiel de covoiturage pour que leurs salariés covoiturent entre eux, parce qu'ils n'habitent pas du tout au même endroit. Et le but, c'est pas de faire des détours de plusieurs kilomètres aux personnes. Donc, c'est pour ça qu'on travaille à l'échelle de zones d'activité pour mettre en relation des personnes qui sont, par exemple, dans l'entreprise voisine, qui font le même trajet, qui ont le même point d'arrivée, et donc, du coup, qui peuvent covoiturer ensemble. Et pour ça, on fait soit des communautés à l'échelle de zones d'activité. Donc là, on en a fait une à Calais. Il y en a une qui est ouverte à Armentières, donc dans la Melle, il y a très peu de temps. Ou bien, on fait des communautés à l'échelle de l'entreprise. Donc, par exemple, dans la Melle, il y a une zone d'activité qui a 2 communautés distinctes, mais on les fait travailler ensemble pour que leurs salariés soient au courant des 2 communautés et puissent covoiturer multi-entreprises. Donc voilà, donc ça c'est nos animations, on va dire, par programme. Après, bien évidemment, nous on est toujours intéressés, c'est pour ça qu'on a un réseau de référents aussi, on est toujours intéressés par des besoins spécifiques dans des entreprises pour essayer d'établir des supports de communication, puisqu'on fournit des supports de communication, des guides d'utilisation, etc. à nos référents pour qu'ils les déploient au sein de l'entreprise. On a aussi des supports de présentation, par exemple, sur la fiche de paye, qui peuvent être inclus à la fiche de paye, qu'elle soit papier ou dématérialisée, peu importe. Et donc, nous, bien évidemment, on est toujours intéressés par le retour de nos référents sur des idées d'animation supplémentaires ou des guides d'animation supplémentaires, etc. Et ça me permet de faire une transition sur les actions qu'on a déjà réalisées. Donc, par exemple, on fait des stands sur les forums de l'emploi, où là, du coup, ça nous permet de présenter les communautés qui existent à proximité, les entreprises qui se sont impliquées, de former aussi, de montrer l'application qui existe. On fait des sessions de présentation multi-entreprises dans des zones d'activité. Donc ça, on travaille notamment avec, par exemple, les AOM, donc la MEL dans le cadre de Lille et ses environs, le CITAC à Calais, etc. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir faire une présentation. Là, par exemple, c'était une présentation pas que covoiturage, c'était covoiturage et Ilevia à la MEL. Parce que le but, c'est... donc, Ilevia, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui s'occupent des transports en commun sur la MEL. Et le but, c'était vraiment de montrer la complémentarité des transports entre le covoiturage et l'offre de transport qui était disponible. Et on fait par exemple aussi des stands dans les universités à l'occasion de la rentrée, qui permet notamment aux nouveaux étudiants qui n'ont pas encore trop défini comment ils pouvaient se rendre à l'université, etc., de leur montrer que Passe-Passe Covoiturage existe, et aussi de faire une cartographie pour leur montrer s'il y a d'autres étudiants qui viennent du même coin géographique qu'eux et qui pourraient faire le trajet avec eux. Et du coup, comme je disais, on s'appuie beaucoup sur l'accompagnement de nos référents, puisque le covoiturage, pour changer l'idée déjà, parce qu'il y a un turnover dans les entreprises, et ensuite parce que changer une pratique, ça prend du temps, on ne peut pas juste se contenter de faire une animation une fois au lancement et après espérer que ça prenne et que tout le monde change ses habitudes. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'accompagner nos référents. Donc, on leur fournit, comme je disais, des supports de com. On fait aussi des ateliers thématiques régulièrement avec eux sur des problématiques qu'ils ont pu rencontrer, sur des moments forts. Par exemple, dernièrement, on en a fait un sur le défi Passe-Passe Covoiturage qu'on lance tous les ans.
qui est à l'échelle de la région. Donc le but, c'est de les accompagner. On leur a aussi fourni un guide avec des idées d'animation, le matériel qui est nécessaire, en fonction de quel objectif, ça répond à quel objectif, etc. Et on est, bien évidemment, on fait un suivi annuel, donc reste disponible pour leurs questions tout au long de l'année. Et au moment du lancement de leur communauté, nous, on travaille avec eux, avec ceux qui veulent, une feuille de route pour l'année à venir, pour essayer d'étaler justement les actions qui peuvent être faites, que ce soit communication, animation, etc., les étaler dans le temps. Et on se nourrit aussi de ce que les référents peuvent nous apporter. Par exemple, il y a un référent qui avait décidé d'inclure dans son accueil RH de ses nouveaux employés une présentation de passe-passe covoiturage. Donc ça, du coup, c'est quelque chose que maintenant on conseille aux nouveaux référents pour ceux qui le peuvent. Donc on se nourrit aussi de ce que les référents peuvent nous apporter. Et c'est tout. On ne t'entend pas, Judicaël. Moi, si je peux rebondir sur la question de Jules. Donc, en fait, nous, pour convaincre les entreprises, en fait, c'est tout le concept qui permet de nous missionner. Nous, on a besoin d'une ou deux grosses boîtes de la zone pour après mettre le service pour l'ensemble des entreprises de la zone, même de petite taille, hein, même s'ils sont 5 ou 10, on va les récupérer 1 ou 2 trajets dans chaque entreprise, et c'est comme ça qu'on arrive après à massifier le nombre d'annonces et d'avoir tout plein d'horaires différents et de destinations différentes pour après pouvoir répondre aux besoins. Donc le concept avec l'anonymat, ça rassure les personnes et de savoir qu'on passe par nous. Le formulaire papier, le fait qu'il n'y a pas de commission et la ligne téléphonique, voilà, c'est tout un package qui permet aux entreprises de nous missionner. Et après, c'est un abonnement au service partagé avec l'ensemble des entreprises de la zone, de ceux qui le peuvent. Mais comme je vous disais, il en faut une ou deux qui sont partenaires dans la zone. Et on a aussi des partenariats avec France Travail et les boîtes d'intérim qui nous envoient après des personnes pour aller travailler sur ces zones-là, où des fois c'est tendu et difficile d'accès, où il n'y a aucun transport en commun. Donc voilà, c'est avec l'ensemble de ces partenaires qu'on met en place et qu'on arrive à intervenir après avoir des rendez-vous. On demande d'avoir des rendez-vous dans chaque entreprise pour avoir après des rendez-vous individuels avec chaque personne et puis récupérer les trajets et massifier, puis voilà, les rassurer, leur présenter le service. Donc on s'adapte aussi à chaque entreprise, on intervient à toutes les heures, selon s'il démarre à 7 heures ou même plus tôt des fois, ou entre midi et 2, ou voilà, on s'adapte vraiment à chaque entreprise et on fait aussi du bureau à bureau. Voilà, les entreprises préviennent les salariés en amont de la mise en place du service, et c'est aussi cet effet aussi d'annonce de communication sur un temps donné où pendant 2 mois, on intervient sur la zone et on met le service en place. Voilà comment. Ouais, du coup, tu interviens dans l'entreprise et tu viens gommer tous les freins au fait de mettre son trajet en ligne, parce que finalement, il suffit de remplir un formulaire papier, 4 mots sur un formulaire papier. Ça prend 2 minutes. J'arrive forcément ici, mes horaires, est-ce que je suis équipe rouge, jaune, bleu, et un numéro de téléphone. Et après, c'est un salarié de chez toi qui rappelle pour dire voilà, on a quelqu'un là qui nous a été envoyé par France Travail ou pas forcément, qui voudrait bénéficier de ton trajet et du coup qui refait un travail d'accompagnement sur est-ce que tu es bien toujours d'accord. C'est ça, on les met en relation. S'ils préfèrent être contactés par mail ou par téléphone, et on organise leur rendez-vous jusqu'au premier rendez-vous. On peut même les accompagner si besoin. C'est un travail de dentelle qui doit vous occuper énormément, non? En termes de charge de travail. Là, l'année dernière, on a fait 14 villages et une zone d'activité. Et là, on démarre une deuxième zone à Saint-Sauveur, donc à 15 km à l'ouest d'Amiens. Et donc là, c'est voilà, pour une plateforme logistique. Il y a 3 plateformes logistiques en tout. Donc, c'en était une par... ils ont demandé une solution de covoiturage pour aider leurs salariés et les intérimaires à venir travailler là-bas. Donc voilà, on a préparé et là, on le lance. Donc hier, je suis intervenu, on a fait une 40aine de trajets de proposés. Il y a plus de 70% des salariés que j'ai rencontrés
qui nous proposent leur trajet parce que voilà, ils sont rassurés. Et puis, il y a aussi la situation économique qui fait que, oui, il faut faire des économies. Même si c'est que 2 € de trajet pour faire Amiens-Saint-Sauveur, la personne propose et derrière, elle sait que 2 € aller-retour, 4 € x 5, ça fait 20 €. À la semaine, au mois, ça fait 80 €. Donc, ça lui fait tout de suite dire je vais avoir la possibilité de rentabiliser mon trajet avec une personne, voire 2, 3. Et... Donc, voilà. J'ai vu qu'on avait eu quelques questions dans le chat. Alors, on avait une demande de Colette Pierrard qui demandait qui paye la location de vos voitures. Alors, je suppose que la question est adressée plutôt à Jules pour Solimob. N'hésitez pas à me corriger, Madame Pierrard, si je me trompe dans la question. Donc, en fait, c'est comment est financé le service Solimob, finalement. Alors, les voitures, elles ont été achetées grâce à différentes conventions d'investissement. Aujourd'hui, on gère un parc de 18 voitures avec et sans permis et de 40 vélos assistance électrique. Et le tarif de location est à la charge de l'usager. Donc, c'est des tarifs solidaires, mais qui restent quand même des tarifs non négligeables. Sur une voiture avec permis électrique, on est à 210 € par mois. Donc, après, comme c'est de l'électrique, à l'usage, c'est moins cher que du thermique, notamment en cette période-ci. Ça reste un coût non négligeable qui nous permet néanmoins uniquement de payer l'assurance des véhicules et l'entretien. Globalement, chaque voiture s'équilibre en termes d'argent qu'on gagne entre guillemets sur les locations et de frais qu'elle occasionne. Dans le fait d'être solidaire, il y a aussi le côté facilité de paiement, c'est-à-dire que 99% de nos paiements ne se font pas quand la personne part avec la voiture, ils se font quand la personne a sa première paye. Et donc, on fait des paiements en différé, on fait des paiements avec échéancier, on accepte tous les modes de paiement, etc. etc. Sur certains territoires, typiquement le territoire, l'année dernière, on avait une aide via le fonds Transition Juste, donc un fonds européen qui ciblait uniquement le territoire Renaissance du bassin minier. On pouvait avoir la prise en charge de ce forfait de location par l'Union européenne si la personne était bien validée par le pli de l'agglo concerné. Donc Valenciennes Métropole et Portes du Hainaut. C'est un dispositif qui s'est arrêté au 31 décembre 2025, mais qui devrait reprendre incessamment sous peu puisque les marchés ont été relancés et là, ils sont en phase d'étude des dossiers. Voilà. Mais sinon, là, aujourd'hui, toutes les voitures sont louées par des personnes qui payent elles-mêmes leur tarif de location. Merci beaucoup pour la précision, Jules. Et on faisait une ristourne si la personne faisait du covoiturage sur le tarif de location. C'était 1 € par jour de réduction par passager si vous pouvez nous fournir une preuve. Mais ça se passe finalement assez peu. Mais bien entendu que le covoiturage était encouragé dès le départ de la location. Alors, on a une demande que j'adresse à nos 4 intervenants, si quelqu'un veut y répondre, de Frédéric Parade, qui nous demande, selon vous, le covoiturage est un service universel ou qui est un service à adapter en fonction des territoires et des publics visés? Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite se lancer? Moi, je veux bien répondre. Pour moi, on a besoin d'impliquer tout le monde. Pour mettre un service de covoiturage performant, pour moi, il faut inciter et aller chercher tous ces trajets, qu'on soit indépendant ou salarié, ouvrier, et de telle sorte à ce que après, on puisse aller aider les personnes qui en ont besoin et qu'on refasse de la solidarité entre ceux qui travaillent pas, entre les personnes âgées qui ont besoin de monter des fois sur Amiens ou ailleurs, et donc après remettre du lien entre les habitants, entre les salariés ou salariés d'entreprises voisines, et rétablir un peu la confiance et puis l'entraide pour que ce soit universel pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une autre question dans le chat et même chose, je vous
la donne en pâture à tous les quatre, si quelqu'un souhaite y répondre. Donc, Sandrine Montangon, je m'excuse si je le prononce mal, qui nous indique qu'elle a entendu dire qu'il y avait 90% de covoiturage informel. Et donc, comment toucher ces covoitureurs? Et est-ce que mettre en place une preuve de covoiturage peut les désavantager? Moi, je peux répondre et je pense que les personnes peuvent me compléter, mais co-intervenant. Je pense que moi, je ne pense pas que le fait de mettre en place une preuve de covoiturage, parce que s'il est mis en place, c'est dans le cadre d'un FMD, au vu de la situation financière d'un certain nombre de personnes, je ne pense pas que le FMD puisse être quelque chose de négatif d'avoir un peu d'argent supplémentaire par an. Donc, je ne pense pas que ça puisse les desservir dans le sens où ces personnes sont déjà en covoiturage informel. C'est plus le FMD qui va les encourager à passer sur une plateforme que l'inverse. Parce qu'en soi, eux, sinon, ils n'ont aucun intérêt, entre guillemets, à passer sur une plateforme. S'ils ont déjà trouvé leur covoiturage, le seul autre intérêt qu'ils pourraient avoir, c'est de réussir à leur faire prendre conscience que oui, certes, ils covoiturent, la plupart des gens covoiturent à deux, mais la plupart des gens n'ont pas une amie en voiture, les petites voitures à 2 places. La plupart des gens, même en covoiturant à 2, ont quand même 2 autres places disponibles dans leur voiture la plupart du temps, et qui pourraient être accompagnées d'autres personnes, et potentiellement que ces personnes pourraient être des solutions de repli en cas de congé, en cas de maladie, etc. D'où l'intérêt de passer par une plateforme qui te permet de covoiturer tout le temps avec les mêmes personnes si la personne le souhaite, mais aussi de trouver des covoitureurs, on va dire, annexes en cas de nécessité. Ce qui est plus simple que quand on a un covoiturage planifié qu'avec une seule personne, puisqu'on n'est jamais à l'abri que cette personne soit malade, soit en vacances, soit en congé maternité ou que sais-je, alors que sur une plateforme, le choix, on va dire, est plus vaste. Mais je ne pense pas que la mise en place de preuves de covoiturage et du FMD, bien au contraire, puisse nuire au passage à la plateforme. Et peut-être juste en complément, concernant aujourd'hui, si on a beaucoup de personnes qui font du covoiturage informel, c'est parce que c'est plus simple, elles le font avec des collègues, des personnes de leur voisinage et qui ne nécessitent pas de grosses contraintes d'organisation. Et le premier frein, c'est vraiment la contrainte d'organisation et le fait de dépendre de quelqu'un sur les trajets aller et retour. Et c'est vrai que sur une plateforme de covoiturage, on va toucher plus de personnes et donc on a plus de chances de trouver un covoitureur et de moins dépendre d'une seule personne. Donc, en fait, pour faire basculer tous ceux qui pratiquent le covoiturage de manière un peu occasionnelle ou qui dépendent d'un voisin entre eux, c'est d'arriver à lever cette contrainte. Et c'est aussi pour cette raison que le covoiturage temps réel, sans cette contrainte de réservation, peut être un levier complémentaire pour aller chercher des nouveaux autosolistes qui aujourd'hui, ou des conducteurs qui covoiturent de manière assez occasionnelle et de manière informelle, en mettant en place des dispositifs aussi qui sont plus simples d'accès et en levant la contrainte. Et c'est cela aussi qu'on cherche à toucher avec le covoiturage temps réel qui vient compléter l'ensemble des offres aujourd'hui qui sont à disposition sur les territoires. Et en complément du temps réel, je pense aussi que pour les personnes qui sont par exemple déconnectés du digital ou qui ont des difficultés du digital, dans la somme, le fonctionnement du bus citoyen permet aux personnes aussi qui sont pas forcément à l'aise avec le digital, etc., d'avoir un fonctionnement annexe, d'être sur une appli classique et qui leur permet quand même de trouver du covoiturage, même en dehors de purement d'une application ou un site, etc. Donc ça permet un peu aux personnes hors digital, enfin j'allais dire hors digital native, mais il y a des personnes qui sont digital natives mais qui ne sont pas à l'aise avec le digital, mais en tout cas les personnes qui sont moins à l'aise avec le digital, de trouver quand même un covoiturage. Et moi, ce que je voulais dire aussi là sur les preuves de covoiturage, et c'est surtout les incitations financières payées par les collectivités qui amènent ces 90% de covoiturage informel à mettre leurs annonces, mais c'est des covoitureurs qui covoituraient déjà, et donc qui touchent, on va dire, de l'argent public pour amener ses enfants au lycée ou
ou des parents. Et c'est pour ça que moi j'insiste que nous, la solution, c'est sans incitation financière. On arrive à massifier le nombre d'annonces et les collectivités se retrouvent piégées parce que ils savent que très bien que s'ils arrêtent cette incitation financière, ils doivent après, s'ils arrêtent, ils vont avoir un grand nombre de covoitureurs en moins, enfin un listing de covoitureurs en moins. Et donc, ils maintiennent ça, comme sur Beauvais, par exemple, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés pour ces incitations financières. Donc, voilà, moi, je sais que ça me met hors de moi, mais voilà. Mais c'est pour ça que sur Passe-Passe Covoiturage, par exemple, il n'y a pas d'incitation financière et qu'on mise aussi beaucoup sur la communication, les animations, l'accompagnement de nos référents, parce que tout l'intérêt, c'est d'avoir des référents, on va dire, comme je disais, dynamiques, qui installent quelque chose sur le long terme, sans se baser sur l'incitation financière, vraiment parce que ça devient un réflexe de covoiturer ou de proposer sa voiture, et pas parce que on a de l'argent via une incitation financière, puisqu'en effet, on sait bien que souvent, les incitations financières, quand elles s'arrêtent, le nombre de covoiturages chute un peu drastiquement, en tout cas sur les plateformes. C'est pour ça qu'il faut savoir où mettre l'argent, je dirais, pour savoir qui toucher. Et pour moi, c'est vraiment aller toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Souvent, c'est les personnes qui sont un peu déconnectées de toutes ces plateformes et qui puissent, du coup, avoir un service après performant et voilà, qu'on mette l'argent pour ceux qui en ont le plus besoin. Et pour compléter, on a un tiers, quand on a organisé des sondages auprès des communautés de covoitureurs qui sont engagés, on constate qu'on a un tiers qui pratique le covoiturage pour des raisons environnementales, un tiers pour faire des économies sur les frais de déplacement et un tiers pour des raisons de solidarité. Donc, en fait, les incitatifs, ça va être une aide, et on l'a vu dans le reportage de Capital, c'est quand même pas négligeable, et ça va donner envie à des autosolistes du quotidien d'ouvrir leurs portières. Ils l'auraient peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu aussi cette incitation, mais ce n'est pas la première raison. Donc, les plateformes, c'est un moyen aussi de venir contrôler grâce au registre des preuves de covoiturage, de la bonne utilisation aussi de cet argent public, qui quand même est un levier de déclenchement, on va dire, de la pratique du covoiturage. Mais effectivement, dans la durée, en général, quand on a atteint une masse critique suffisante d'usagers, nous, c'est ce qu'on fait sur les lignes de covoiturage, on vient réduire les incitatifs, les indemnités sièges libres. Donc, il y a aussi la possibilité de piloter de manière un peu plus fine ces incitatifs pour qu'ils soient distribués là où il y a vraiment des enjeux pour augmenter le taux d'occupation et trouver des alternatives, des fois sur les territoires où l'offre de transport public n'est pas suffisamment performante et où la voiture peut vraiment venir jouer un rôle complémentaire. Voilà, donc on voit bien qu'il y a tous les niveaux, c'est assez fin comme le pilotage d'une politique de covoiturage, qu'il n'y a pas une solution, je pense, universelle, mais qu'on retrouve à chaque fois les mêmes fondamentaux. Et je trouve que, David, votre approche d'aller chercher les usagers, elle est aussi hyper efficace, je pense, parce que l'effort que vous mettez en amont pour aller trouver ces autosolistes ou ces passagers qui ont besoin d'une solution, elle est beaucoup plus efficace que le fait de faire simplement de la communication. Là, vous leur donnez la main et je pense que derrière, ils sont convaincus et ils pratiquent aussi de manière un peu plus régulière. Ils utilisent votre service. Donc, c'est une autre manière de faire du covoiturage, mais je pense qu'elle a aussi un impact important sur ces territoires ruraux. Merci pour vos éclairages et vos réactions par rapport à cette question. On a une autre demande dans le chat qui est aussi vraiment sur la façon dont on met en œuvre le covoiturage, que ce soit au sein d'une entreprise ou d'un organisme de formation. Est-ce que, selon vous, il faut d'abord travailler sur l'offre de trajet en covoiturage, sur la demande de trajet, ou est-ce qu'il faut vraiment mener les deux en parallèle? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? C'est vrai que moi, j'ai souvent le retour que
quand on veut lancer le covoiturage, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à partager leur voiture, mais qu'il n'y a pas toujours la demande en face de demande de covoiturage. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, que vous observez également? Oui, tout à fait. On a plus de personnes qui conduisent et qui veulent rester conducteurs. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à lier des partenariats avec tous les organismes, les associations, où je disais France Travail, ou les boîtes d'intérim, qui sont en contact des publics qui en ont le plus besoin. Et donc mettre le service avec tout le monde et après aller chercher et faire connaître et rassurer les personnes pour aller toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Ouais. Et après, chose très difficile à faire, c'est de réussir à faire matcher et à faire lâcher sa voiture aux personnes qui proposent leur trajet et de devenir passagers. Et donc, ils ont l'impression de ne plus être libres, alors que moi, je le vois, je le pratique, c'est tout le contraire. On gagne une liberté de réussir même à lâcher sa voiture et puis de faire du covoiturage. C'est de l'organisation, effectivement, mais derrière, dès qu'on a ces contacts, tous ces pour aller sur un mien, sur les grands actes, après c'est facile. Je pense que ECOV, c'est la même chose. Beaucoup de personnes ont réussi à passer passager et sont libérées de la voiture. On a réussi à passer ce cap parce qu'on propose une garantie départ, ce qui veut dire que et aussi une performance de service. C'est-à-dire que quelqu'un qui se rend à un passager qui se rend à l'arrêt, on lui garantit que en moins de 10 minutes, un conducteur va pouvoir le prendre en charge. Et si ce n'est pas le cas, le temps qu'il y ait suffisamment de conducteurs qui participent au dispositif quand on lance un service, on envoie un Uber ou un taxi qui va garantir au salarié qui va pouvoir arriver et repartir de son entreprise. Et c'est vraiment ça l'élément déclencheur, c'est le système de réassurance qu'on peut lâcher sa voiture et quand on atteint un niveau de conducteur suffisant qui participe au dispositif, les temps d'attente sont inférieurs à 10 minutes et donc c'est comme si on prenait une bonne ligne de bus. C'est vraiment le principe du covoiturage sans réservation. Merci. C'est un plus d'avoir la garantie retour. Ouais, complètement. Ça rassure et ça permet aux gens de se lancer. Alors, je vais vous poser une toute dernière question parce que le temps file. On a beaucoup envisagé le covoiturage au travers du domicile-travail et on n'a pas trop abordé la question du covoiturage vers les organismes de formation. Alors la question peut s'adresser aussi aux participants, pas seulement aux intervenants. Quels seraient selon vous les besoins, les attentes pour réussir à développer le recours au covoiturage pour se rendre dans les organismes de formation pour les apprentis? Alors, moi, c'est très géolocalisé. Donc, dès qu'on a fait une zone, si ce centre de formation se trouve dans une zone où on a mis le service de covoiturage en place, là, naturellement, le centre de formation va se servir de ça. J'ai même des garages qui vont se servir du service pour leurs clients pour revenir rechercher leur voiture ou déposer leur voiture et repartir avec quelqu'un en covoiturage. Là, sur la zone de Saint-Sauveur, c'est un centre de formation poids lourd. Et il me disait, il y a des personnes qui ont même du mal à finir leur formation. Mais là, du coup, parce que ça coûte cher, les transports pour aller jusqu'à là-bas, des fois, s'ils font beaucoup de kilomètres. Là, demain, ils pourront aussi covoiturer et assurer leur formation jusqu'au bout. Donc, voilà, moi, c'est très géolocalisé. Dès qu'on a le service dans la zone, après, c'est plus facile pour ces centres de formation. D'accord, donc c'est du cas par cas selon l'endroit où se trouve l'organisme de formation aussi qu'il faut travailler la question. Ce que je voudrais dire en complément des échanges qu'il y a eu, c'est qu'il y a aussi différentes ressources qui sont disponibles auprès des 4 structures qui co-organisent ce cycle de webinaires. Donc auprès du CREM que je représente, on a beaucoup de ressources, de bonnes pratiques autour du sujet de l'écomobilité, donc les alternatives à la voiture individuelle. On a également des ressources qui sont disponibles auprès du
du conseil régional via le dispositif REF3. Donc, vous avez Frédéric Parade qui est votre contact là-dessus. Vous avez tous les contacts sur la diapo que vous avez désormais à l'écran. On vient de parler d'organismes de formation. Justement, on a le C2RP parmi les partenaires de ce cycle, qui est également une ressource importante pour travailler autour de la question de l'offre en formation régionale, et Déclic Mobilité qui a développé une boîte à outils sur la mobilité à destination des employeurs. Et quand je dis employeur, je ne pense pas nécessairement à entreprise, hein, c'est tout type d'employeur, donc ça peut être aussi l'administration, par exemple, en tant qu'employeur qui peut faire appel à Déclic Mobilité. Donc, n'hésitez pas à visiter les ressources de ces 4 acteurs parce qu'on se veut complémentaires sur le sujet de la mobilité et de l'insertion professionnelle. Et vous avez en bas de cette diapo aussi un lien qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble des replays et des supports de présentation qui ont été utilisés lors de nos webinaires précédents. Donc, on était parfois sur une thématique précise, parfois sur un territoire précis. On en a fait autour du Douaisis, autour du canal Seine-Nord, par exemple, pour voir comment on emmène les salariés et les apprentis sur leur lieu de travail ou de formation. Donc, toutes ces ressources restent visibles sur les 2 liens que vous avez en bas de la slide et bien sûr, vous y retrouverez le webinaire de ce jour. Juste avant de terminer, on a un petit sondage, un second petit sondage qu'on souhaitait vous proposer. Pour terminer, on aimerait savoir si au sein de vos structures respectives, il existe déjà une solution de covoiturage, si elle existe depuis longtemps ou si elle est juste en projet, mais savoir si c'est une question qui est déjà abordée au sein de vos structures, si vous pouvez répondre rapidement par oui ou par non pour nous donner un petit peu une idée du panel présent ici. On est sur quasiment moitié-moitié. Donc, il y a davantage de structures dans lesquelles le covoiturage est déjà pris en compte. Alors, j'espère que le webinaire d'aujourd'hui aura amené des pistes pour améliorer les solutions qui existent, pouvoir vous reporter vers les différents dispositifs qui ont été présentés. Et pour ceux qui n'ont pas encore de solution de covoiturage développée, j'espère que ça vous donnera des pistes pour réussir à le développer, que ce soit en termes d'arguments, d'outils pratiques et d'aide à la mise en relation. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.